Je m'en vais de ce pas faire clignoter l'écran et surtout introduire la première conférence introductive qui sera faite donc par Armel Verdier-Maillot et Gilles Troipoux sur, je cite, les enjeux de la qualité des données géographiques, éléments juridiques et techniques. Donc je vais présenter quelques éléments globaux sur le sujet. N'étant pas spécialiste, je me suis proposé pour remettre un contexte historique tout à fait formel d'un point de vue scientifique sur les données géographiques. Donc au commencement de la donnée géographique, il y a des géographes qu'on a rencontrés sur certaines planètes et qui petit à petit ont produit de la donnée, des cartes, etc. Et qui, on a commencé à créer beaucoup de données géographiques. Puis vint les SIG et là, on a commencé à produire beaucoup de données géographiques. Une fois que chacun avait des cartes en main, on a commencé et on a voulu se les échanger. Mais distribuer ou redistribuer les cartes n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et les combinaisons de règles juridiques ou d'échanges sont assez nombreuses. Finalement, quand on tirait une mauvaise carte, vers qui se tourner? Les responsabilités étaient donc difficiles à établir et malgré les innombrables conventions d'échange, accords plus ou moins formels, on ne savait jamais vraiment d'où était partie la donnée. L'idée donc, aujourd'hui, on nous annonça alors que nous serions sauvés par une inspiration directive. Mais déjà, elle ne suffisait pas à répondre aux nouvelles questions ni aux idées fixes. Donc, pour achever cette brève introduction, vraiment très brève, je vous prie d'accueillir donc Armel Verdier-Maillot, qui est docteur en droit et qui a également un PhD, qui est l'équivalent du doctorat en sciences géomatiques à l'Université de Laval au Québec. Le cumul des mandats est encore permis dans ce domaine. Et ainsi que Gilles Troipoux, qui est donc chef de projet en géomatique au CRMA, allez, je tente l'acronyme, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et qui est donc le digne successeur du réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie. Merci de les accueillir, je leur laisse le micro. Bonjour, je remercie tout d'abord nos gentils organisateurs d'avoir eu l'audace et le courage de proposer cette thématique aujourd'hui. Comme vous aurez pu le constater, nous avons légèrement modifié notre intitulé, puisque notre ambition, à Gilles et moi-même, a été de vous proposer quelque chose d'un petit peu novateur et de vous présenter de manière cumulative à la fois les aspects juridiques et les aspects techniques autour de la qualité des données géographiques. Alors, vous l'aurez certainement compris, donc le sujet est assez vaste. Si on voulait aborder les aspects techniques, les aspects juridiques, non. Donc nous allons effectivement, comme le disait Armel, aborder le sujet à deux voies, une voie juridique, une voie technique, en essayant simplement d'effleurer le sujet, puisque les présentations de la journée devraient éclaircir un certain nombre de notions et de concepts que nous allons simplement qu'aborder. Donc on l'a dit, on va combiner une présentation à deux voies sur les aspects juridiques et techniques. On va essayer de souligner, entre guillemets, les certitudes de l'incertitude. Et ça, cette phrase, j'ai tenu à la dire parce que je veux rendre à Armel ce qui est à Armel. Ça vient de tout et de son cru, là, donc je ne voulais pas me l'approprier. Et voilà. Et donc, le sommaire, vous le verrez, il est assez simple. Voilà, une première introduction. Le contexte aujourd'hui, qui est vaste et complexe. On s'est posé la question, doit-on aborder la qualité un peu comme le font nos collègues québécois autour de la notion de risque? On va la prendre plutôt à la française, c'est-à-dire en essayant d'aborder la qualité par le respect de critères à la fois techniques et juridiques. Voilà, et tout ça avant de conclure, bien évidemment. Donc je disais que c'était une belle initiative de traiter ce sujet dans le cadre du Géoséminaire cette année. On a souvent remarqué avec Gilles que ce sujet est souvent abordé ou de manière craintive ou à la marge.
les aspects juridiques d'autant plus. Donc on insiste lourdement sur l'audace des organisateurs d'avoir choisi cette thématique. Alors tout de suite, étant donné, comme l'a dit Gilles, que le sujet est particulièrement vaste, nous avons décidé de le rétrécir, enfin, c'est une façon de parler, puisque nous avons orienté nos développements autour des données détenues par le secteur public, qui sont concernées par une actualité juridique d'envergure, et d'ailleurs qui concernent aussi de manière indirecte les données issues du secteur privé. Donc un simple petit rappel du corpus juridique actuellement applicable aux données du secteur public. Vous les connaissez sans doute, c'est donc un simple rappel. On rappellera la transposition de la directive INSPIR dans le Code de l'environnement aux articles L127.1 et suivants. Les données également qui concernent l'environnement de manière plus large. Et puis la loi dite CADA du 17 juillet 1978 et particulièrement son chapitre 2 sur la réutilisation des informations publiques. Alors, en ce qui concerne le point de vue technique, j'ai tenu à faire une petite précision, puisque nous avons d'ailleurs nous-mêmes, Armelle et moi-même, intitulé notre présentation « Les enjeux de la qualité des données géographiques ». Moi, je préfère qu'on parle en règle générale de qualification d'informations géographiques. Donc ces deux notions-là sont très proches. En revanche, je pense qu'elles sont l'une a une connotation, je dirais, de données parfaites. Il y a derrière le mythe de la donnée parfaite. Quand on parle de qualité, quand on va parler de qualité à quelqu'un qui produit de la donnée, on va tout de suite lui faire peur en disant « Que valent tes données? Est-ce qu'elles sont parfaites? Est-ce que tu es sûr de toi ?» Il y a derrière une notion de valorisation, d'amélioration. Et en règle générale, on a tendance à vouloir rejeter les données qui sont mauvaises. La notion de qualification de la donnée est un petit peu plus complexe, un petit peu plus fine, et elle répond certainement plus à nos besoins, je dirais, de qualifier, de mesurer la qualité de nos données. Quand on qualifie la donnée, du coup, on rejette complètement l'aspect valorisation de la donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quelque part, on s'en fiche un peu. L'important est de savoir ce que vaut la donnée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, encore faut-il le dire. J'insiste sur cet aspect-là. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de notion de jugement de valeur. On perd le complexe de dire ma donnée, elle est bonne, elle est mauvaise. Si j'ai les moyens de le dire, c'est déjà quelque chose d'important, puisque c'est quelque chose qui va permettre de transmettre dans un échange, dans une diffusion de données, une information de valeur de la donnée. On sait très bien que n'importe quelle donnée peut avoir un intérêt, qui soit dans un usage particulier. Encore faut-il le dire. Donc l'intérêt, ce n'est pas d'avoir de la donnée parfaite. L'intérêt, c'est d'être en mesure de qualifier la donnée qu'on utilise. L'enjeu est capital, puisque quand on sait ce que vaut une donnée, on peut en tirer des conclusions sur les études, sur l'analyse qu'on va faire quand on va être amené à superposer des données, etc. Alors, on aura au cours de notre exposé encore l'occasion de parler de qualité de données, mais sachez que derrière, il y a véritablement cette notion de qualification de la donnée. Voilà. Pour moi, une donnée qui n'est pas qualifiée perd quand même beaucoup de sa valeur, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment on va l'utiliser. Donc on joue au parallélisme des formes, on adopte la même présentation côté point de vue juridique. Je tiens quand même à faire une aparté. Traditionnellement, les aspects juridiques de la qualité sont pris par la fin. On parle d'emblée d'action en responsabilité, avant de chercher un petit peu en amont quelles sont les conditions juridiques. Est-ce que des chercheurs, est-ce que des professeurs, des avocats, des magistrats ont réfléchi à cette notion de qualité d'un point de vue strictement juridique en dépassant les cadres établis? Et il se trouve que oui,
Alors, on a fait un petit peu un jeu de sémantique en reprenant aussi, du point de vue juridique, d'un côté la qualité des données, de l'autre la qualification juridique des données. S'agissant de la qualité des données, il y a une doctrine assez récente, qui a une dizaine d'années, c'est assez récent en droit, qui s'est développée autour de la notion de qualité juridique des données, en posant un certain nombre de critères qui étaient exigibles au niveau juridique de ce que représentait la qualité et les moyens pour y parvenir. Cette doctrine juridique s'est fondée sur l'article 12 de la loi CADA, qui parle de non-altération des données et de non-dénaturation des données. Alors d'emblée, ça pourrait sembler être un faux ami, dans la mesure où ces deux notions, non-altération, non-dénaturation, ce sont des termes que l'on retrouve notamment dans le Code de la propriété intellectuelle, en particulier les dispositions relatives aux droits d'auteur et en particulier relatives à une des sous-catégories du droit moral de l'auteur, le respect de l'intégrité de l'œuvre, qui inclut de ne pas altérer ni de dénaturer une donnée. Un certain nombre de juristes se sont penchés sur cette question pour voir la corrélation qu'il pouvait y avoir entre ces dispositions de la propriété intellectuelle et cet article 12 de la loi CADA, qui, je le rappelle, concerne la réutilisation en chapitre 2 des informations publiques. Et en fait, non, il n'y a pas de corrélation. On s'est donc demandé pourquoi introduire de telles exigences dans la réutilisation des informations publiques. Il semblerait que ce sont davantage des considérations liées à l'intérêt général qui ait fait que de telles dispositions aient été incluses dans cette loi, avec comme objectif principal de préserver l'intégrité des données, en considérant que certaines données avaient un caractère spécifique, voire sensible, et qu'il fallait respecter un certain nombre d'impératifs pour atteindre et respecter cette intégrité. Et ils ont été explicités notamment par le professeur Trudel, qui est professeur de droit public de la chaire à l'Université de Montréal, qui a été ensuite repris par d'autres professeurs, dont le professeur Bruguière, qui est un éminent spécialiste des données publiques notamment. Et ces critères sont la fiabilité, l'utilité, le caractère complet, objectif et accessible de la donnée. Ce sont les 5 critères qui constituent l'intégrité que doit non pas atteindre absolument, mais tenter d'atteindre les critères de qualité. Ils ont également dégagé 2 conditions cumulatives qui devaient être respectées pour pouvoir atteindre cette condition. C'était la possibilité de vérifier que l'information ne soit pas altérée et qu'elle soit maintenue dans son intégralité. On rejoint là un petit peu ce que Gilles a développé sur la nécessité de connaître, de se donner les moyens de connaître la qualité d'une donnée. Et également, on s'est attaché comme condition cumulative le support portant l'information qui doit permettre de garantir ce que les juristes appellent la stabilité et la pérennité voulue. Donc ça, c'est vraiment une étude qui est faite en amont. On n'est pas dans le cadre d'un contentieux, on est dans le cadre itératif de l'élaboration des exigences de qualité en matière juridique en amont, lorsque la donnée est produite, détenue, réutilisée. S'agissant de la qualification des données, j'ai beaucoup aimé cette approche de Gilles sur la qualification des données parce que c'est plus un but à atteindre, à tenter d'atteindre, plutôt que d'imaginer le mythe d'une qualité parfaite qui est, tout le monde le sait, impossible à atteindre. Et cette qualification en droit n'emporte pas la même acception que celle que Gilles a décrite, dans la mesure où la qualification est un exercice juridique à part entière, et qui consiste à une opération qui permet de rattacher un acte, un fait, une situation, une chose, peu importe, à une catégorie juridique donnée. C'est ce qu'on appelle la qualification juridique des faits. Et cette identification, une fois opérée, permet de lui rattacher un régime juridique déterminé. Alors l'intérêt de procéder à cet exercice de qualification juridique de la donnée, mais en fait, c'est que la réflexion ne va pas être la même. Je rappelais tout à l'heure que souvent, quand on pensait aux aspects juridiques, on pensait aux actions en responsabilité en cas de contentieux. Je ne suis toujours pas sur le terrain du contentieux. Je pense que la réflexion peut être menée en amont, non plus dans le rapport systémique entre producteurs, utilisateurs, public, privé,
Les choses sont devenues tellement décloisonnées, une donnée peut être issue de tellement de sources que ça devient peut-être même artificiel de maintenir ce cloisonnement juridique, mais plutôt de se pencher sur la donnée elle-même. Pourquoi elle est produite, dans quelles circonstances, comment, ça fait partie d'un tout, c'est un contexte. Et de là, eh bien, on peut en déduire qu'une donnée publique géographique peut tout à la fois et ou être un produit, un service, voire une norme juridique. En France, il y a quand même une particularité, c'est qu'on rattache très souvent les données du secteur public aux activités de mission de service public. Il y a évidemment de nombreuses études en droit qui ont été menées sur la notion de service public et la qualité du service public. Donc par ricochet, on estime que la qualité des données géographiques produites dans le cadre d'une activité de service public doit être également garante de cette même qualité exigée au niveau du service public. Alors nous allons aborder le contexte. Donc vous avez vu un petit peu notre volonté de rapprocher l'aspect technique et juridique, donc à la fois par le fond et par la forme, et notamment par la sémantique déjà. Alors dans le contexte, donc, nous allons aborder le point de vue sociétal, le point de vue technique et le point de vue, bien sûr, juridique. On reste en accord avec nous-mêmes. Donc sur le point de vue sociétal, on a mis en avant cette profusion de données qui commence à effectivement avoir le jour. Profusion de données produites par le monde des utilisateurs. L'histoire de la géomatique est assez simple jusqu'à présent. On a essayé d'abord de produire des référentiels géographiques. L'objectif, c'était pas de produire des référentiels géographiques, c'était quand même de numériser nos propres données métiers, qui sont l'expression des besoins de chacun dans le cadre de ces applications professionnelles. Et aujourd'hui, on a des référentiels disponibles. Donc, les utilisateurs se sont mis à produire leurs propres données métiers. En revanche, elles n'ont pas toujours été produites dans les règles de l'art. Et on est devant aujourd'hui profusion de données géographiques non spécifiées et non qualifiées. Donc on est à l'ère de l'échange, on est à l'ère de la diffusion, et aujourd'hui on diffuse et on dispose de données qui ne sont pas produites dans les règles. Donc on est aujourd'hui un petit peu coincé quand on veut travailler, analyser, croiser, quant à la capacité à qualifier justement le résultat de nos études. Alors on a également mis en place des métadonnées. La norme ISO 1915 présente des métadonnées. On sait que ces métadonnées ne répondent pas forcément aux besoins. Une métadonnée aujourd'hui décrit le contenu, devrait décrire la qualité. On a mis en place un certain nombre de critères pour cela, notamment la généalogie, qui devrait pallier, je dirais, les carences en termes de critères qualité. Je pense que la métadonnée généalogie, aujourd'hui, n'a pas atteint ses buts, ses objectifs. L'objectif de la généalogie, c'était de décrire un processus complet de production de données. Donc on part du principe, quand on connaît la production des données géographiques, quand on est un peu un expert du domaine, que décrire son processus doit apporter suffisamment d'informations quant à la qualité finale de la donnée produite. Alors, je me suis amusé, entre guillemets, si on peut s'amuser, à aller regarder dans le géocatalogue un certain nombre de bases de données, et notamment la métadonnée généalogie. Et le résultat est assez navrant, je dirais. Assez navrant, parce que vraiment, on y trouve de tout. Je vous conseille de le faire. Et donc, le but n'est pas atteint. Alors, de toute façon, le but était assez complexe, parce que décrire un processus de production, ça veut dire qu'il faut bien maîtriser la production, il faut quand même avoir derrière des compétences. La décrire, c'est une chose, et ensuite, quand on veut la lire pour en tirer des conclusions quant à la donnée, qu'en tant qu'utilisateur, là aussi, il faut aussi avoir une certaine compétence. Donc il y a un vrai problème, là, un vrai problème de communication, qui est celui de la métadonnée. La métadonnée, c'est un outil de communication, ni plus ni moins.
Je pense que les objectifs, aujourd'hui, elles ne sont pas atteints. Je ne suis pas le seul à le dire. Alors, ça nous amène bien évidemment naturellement à l'open data, qui est un phénomène qui a vu le jour il y a quelques années. On ne va pas s'étendre sur ce phénomène, puisque un intervenant en dira beaucoup plus que nous, je crois, cet après-midi. On est dans le même phénomène, c'est-à-dire quand les établissements publics vont commencer à diffuser de la donnée sans se soucier véritablement d'avoir qualifié ces données, ni même de les avoir spécifiées a priori. Voilà. Armelle, tu vas peut-être nous dire deux mots. Oui, simplement rajouter deux points qui m'ont interpellée parce que dans le cadre de mon doctorat, j'ai dû faire une recherche comparée entre les impératifs juridiques et puis le mouvement open data. Je n'ai pas du tout la prétention d'être une spécialiste de l'open data, loin de là, mais je voulais quand même souligner deux points qui m'ont un petit peu alertée. Il se trouve que assez récemment, en septembre 2013, il y a eu 2 articles juridiques qui ont été écrits autour de cette relation entre l'open data et les aspects juridiques. Le premier qui a été écrit par le professeur de droit, le professeur Chéron, qui est venu notamment souligner que en France, le mouvement open data a l'air d'être exclusivement orienté vers les données du secteur public. Or, dans les pays anglo-saxons, et je me le suis fait confirmer notamment par le professeur Chrisman, le mouvement open data ne concerne pas seulement les données du secteur public, il peut concerner les données issues du secteur privé. Donc c'est un point sur lequel je voulais insister. La deuxième chose, je dirais que c'est plus, non pas un phénomène juridique, mais un phénomène culturel. En allant chercher un petit peu les origines de l'open data, j'ai trouvé également un article de 2 chercheuses du CNRS à la même période qui ont publié un article en septembre 2013. Je les cite parce qu'elles ont le mérite d'avoir fait un travail assez conséquent. Mesdames Boursier et Philippi, qui sont venus expliquer quand même qu'il y avait plusieurs conceptions de l'open data selon les pays, que les problèmes de qualité étaient en fait inhérents aussi à une certaine culture juridique de chaque pays, et que, s'agissant des pays anglo-saxons, la qualité était laissée à la régulation du marché et non à l'État. Alors qu'en France, on a encore une conception qui fait que c'est l'État qui est garant de l'authenticité et de la qualité des données. Donc c'est ces 2 aspects sur lesquels je voulais un petit peu insister parce que ça peut avoir des incidences ensuite juridiques. Alors, on arrive un petit peu à l'aspect accompagnement, support. Donc, dans les données support, on sous-entend les référentiels géographiques. Donc, comme je le disais, ça a été la première phase, je dirais, du développement de la géomatique, c'est-à-dire de produire des référentiels géographiques, de donner à ceux qui veulent utiliser, dans le cadre de leur métier et de leur thématique, l'information géographique, c'est-à-dire de disposer de référentiels. La notion de référentiel, hein, il y a bien l'aspect référence. Donc les référentiels géographiques sont nés à peu près des années 2000 et de la loi Langagne, du rapport Langagne, qui prônait de mettre en place une infrastructure de données géographiques de référence sur le territoire. Cette mission a été confiée à l'IGN notamment, au travers du RGE, le référentiel à grande échelle, hein, qui est une référence en termes de contenu, hein, 4 composantes, avec des fonctionnalités différentes, un aspect vecteur, un aspect géoréférencement, un aspect raster, un aspect parcellaire et foncier, donc quelque chose d'utile et de pratique. Aujourd'hui, on en est tous convaincus. Il y a d'autres référentiels, hein, le BRGM en diffuse, le cadastre également. Mais aujourd'hui, ces référentiels, et notamment ceux de l'IGN, les autres aussi, ont été spécifiés. Et en termes de spécification, c'est un travail d'expert. Si vous n'avez jamais regardé en détail les spécifications du RGE, je vous conseille de le faire. C'est un véritable travail d'expert, très très pointu, très précis, qui devrait annoncer le reste. En revanche, on ne dispose aujourd'hui d'aucun contrôle qualité disponible. Hein, c'est pas le tout de mettre en place, de faire des spécifications. Spécifier, c'est préciser les ambitions qu'on a de produire une base de données. Donc on spécifie, on produit, et ensuite on mesure, on contrôle, et on diffuse les contrôles qualité.
Aujourd'hui, on attend toujours les contrôles qualité de l'IGN et la seule référence à la qualité dans les produits IGN sont dans les spécifications, sont des ambitions. Voilà. Donc là, il y a véritablement un problème puisque aujourd'hui, on va appuyer, comme je le disais, nos données métiers, nos données thématiques sur les référentiels. Si on n'a pas une idée précise du référentiel dont on dispose, on va avoir du mal à qualifier nos données thématiques. Alors, il y a effectivement besoin derrière d'un véritable accompagnement, donc ça on le sait. On va l'aborder tout à l'heure dans des notions propres à Armel et au juridique, mais qui vont très bien aussi dans le domaine technique. On a aujourd'hui un véritable besoin donc de sensibilisation. Hein, ça commence, ça part. L'association Afigéo, aujourd'hui, y travaille. Il y a des projets, je pense que Yves en parlera. Et puis des formations. La qualité, on va l'aborder un peu plus précisément. Il y aura d'autres exposés qui le montreront. La qualité, les aspects techniques, les aspects juridiques. On sait que ce sont des aspects qui font parfois peur à beaucoup. Donc il y a un véritable besoin de simplification, de vulgarisation et de formation. Alors je voudrais quand même pas terminer ce point de vue sociétal en étant trop pessimiste. Hein. J'avais prévu un petit état des lieux, donc comme je le disais, l'association Afigéo est tout à fait sensibilisée à ces aspects qualité. On va s'occuper à les développer. Je citerai donc le réseau des CRIGE, qui est une excellente initiative qui permet à tous donc les conseils régionaux d'information géographique de se réunir, de travailler ensemble. On a mis en place un petit groupe autour de la qualité. On a parfois du mal à trouver un peu de temps pour y travailler, mais voilà, il y a au moins l'espoir de le faire. Puis je voudrais dire qu'il y a quelques villes aussi qui ont maintenant au niveau de l'open data qui sont véritablement aujourd'hui des exemples. Je citerai La Rochelle par exemple, parce que j'ai eu l'occasion d'aller sur le site de la ville et de voir les efforts qui sont faits en termes de contrôle qualité. On n'est pas aujourd'hui dans des contrôles exhaustifs, on n'est pas aujourd'hui dans des contrôles normés, mais on y vient. Il y a une véritable volonté d'avancer sur le sujet. Donc, la conclusion de ce point de vue sociétal, c'est quand même assez optimiste, même s'il reste beaucoup de travail à faire, on le verra. Ah ben c'est encore à moi. C'est encore à moi. Donc, j'ai commencé à parler des normes. Je vais les décrire tout à l'heure dans l'aspect normativité, bien évidemment. Donc, ce sont les seuls outils aujourd'hui dont on dispose. Et on sait que quand on parle normes, ça fait toujours peur aux gens. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir ça comme livre de chevet. Mais bon, il faut s'y mettre. C'est un travail d'expert, un travail qui a le mérite d'exister. On verra, il n'est pas exhaustif, il n'est pas complet, à mon avis, il manque des notions, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Alors, j'avais prévu de faire une petite aparté sur Inspire, puisque donc la directive Inspire aujourd'hui est bien en marche. Initialement, dans la directive Inspire, il n'avait pas été prévu d'aborder l'aspect qualité des données, ce qui est regrettable au demeurant. Et c'est quand même la France, voilà, avec la personne de Marc Léobé présent ici, qui a insisté pour que la qualité soit présente dans les spécifications de la directive. Un groupe de travail a été formé, et j'ai eu l'honneur de représenter la France dans ce groupe de travail, donc je vais vous dire un certain nombre de choses sur la qualité dans Inspire. Les spécifications, donc c'est 34 thèmes, vous n'ignorez pas, 34 thèmes qui constituent le contenu, je dirais, des données d'Inspire. Dans les 34 thèmes, 10 n'ont aucune référence à la qualité. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas besoin de qualité sur ces 10 thèmes? Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Alors, les spécifications sont décrites au travers, les spécifications de qualité sont décrites exclusivement au travers des critères des normes ISO, et notamment de la norme ISO 1957. On verra ce qu'elle est tout à l'heure. Alors, parmi ces critères, eh j'ai par ordre je dirais, d'importance et de nombre de fois où elles sont citées dans les spécifications, il y a l'exhaustivité,
Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde, la complétude d'une base de données, l'exhaustivité, est-ce que j'ai tout, est-ce que j'ai pas tout? Mais si certains dans la salle ont des méthodes bien affinées pour mesurer l'exhaustivité, je suis preneur. On retrouve la cohérence logique. Donc la cohérence logique, là, c'est plus un aspect informatique en termes de modèle, de cohérence avec le modèle initial. Donc ça, c'est une qualité qu'on va pouvoir mesurer assez facilement. Là, on revient à la précision géométrique. Bon, la précision géométrique, c'est pas si simple que ça. Et puis la précision sémantique, la qualité des données qui y sont décrites. Voilà, donc ça, ce sont véritablement, il y en a plus hein, dans les normes. Il y a plus de critères que ça, mais les principaux critères cités parmi les 34 thèmes décrits dans Inspire font référence à ces critères qualité-là. Donc il va falloir s'y mettre. Alors, le groupe de travail donc, a produit un rapport qui est aujourd'hui un rapport sur la qualité, qui est aujourd'hui disponible sur le site de la directive. Vous pouvez le télécharger, il y a une 40aine de pages. Ça aborde les aspects notamment et l'importance, et ça souligne l'importance des spécifications. Hein, on ne le dit pas assez. Quand on veut produire une base de données, et on verra parce que si on n'a pas les spécifications, on ne sait pas mesurer sa qualité interne. Donc on commence par spécifier. Dans Inspire, on ne sera pas confronté à cette problématique-là puisqu'on a bien des spécifications pour chaque thème. Voilà. Alors, logiquement, dans la directive Inspire, il n'y a pas d'obligation de remplir les critères qualité. Ce n'est simplement qu'aujourd'hui qu'une recommandation. Voilà. Armelle en dira 2 mots tout à l'heure par rapport à cette directive. Donc effectivement, aujourd'hui, les services publics qui vont diffuser de la donnée sous le modèle Inspire n'ont pas l'obligation de diffuser ces données de qualité, de qualifier ces données, c'est regrettable. Voilà. Alors, il est également introduit dans Inspire une notion qui s'appelle la conformité. La conformité, elle est également décrite dans la norme ISO 1905 comme le respect des exigences spécifiées. Voilà. Alors, cette conformité, elle va être sur certains aspects plus ou moins obligatoire dans la norme Inspire. Ce n'est pas encore très clair. Et notamment pour mesurer un certain nombre de critères liés à l'interopérabilité. Alors, il y a une liste qui s'appelle une liste de tests abstraits. Il n'y a pas véritablement dans la littérature française d'équivalent. Il s'agit donc de faire un certain nombre de tests sur les données, mais ce sont des tests essentiellement logiques liés à la structure de la base pour assurer l'interopérabilité. Donc ça va certainement pouvoir se mettre et s'implémenter de façon automatique. Oui, juste rajouter une petite précision dans le cadre de nos fructueux échanges avec Gilles. C'est une discussion qui est totalement ouverte, on n'a pas forcément la réponse, mais c'est vrai que la sémantique en droit est particulièrement importante et prépondérante. Ce qui m'a interpellée, c'est le terme conformité. Il faut savoir qu'en droit, la conformité est un niveau d'exigence maximale. On compare souvent la conformité, le rapport de conformité avec le rapport de compatibilité. C'est souvent ce qu'on trouve notamment en droit de l'urbanisme. Mais la conformité exige le strict respect des dispositions qui sont écrites. Tandis qu'un rapport de compatibilité laisse un petit peu plus de marge de manœuvre. C'est un but à atteindre en se donnant au maximum. À la limite, c'est plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Tandis que la conformité, vraiment, c'est le strict respect des exigences qui sont inscrites dans des dispositions. Donc c'était le fruit de nos échanges avec Gilles sur ce point en particulier. Alors justement, continuons sur le point de vue juridique. Donc j'ai rapidement parlé de la relation entre la qualité du service rendu et la qualité des données. Dans le cadre de l'activité d'une mission de service public, les juristes lient indéfectiblement accomplissement de la mission de service public et qualité des données produites dans ce cadre. Maintenant, je voudrais un petit peu plus insister sur les garanties de cette qualité qui ont été dégagées par certains juristes
et que j'ai retrouvé également dans les conclusions d'un commissaire du gouvernement qui s'appelle Monsieur Boulouis, qui a, maintenant on dirait rapporteur public, mais à l'époque des faits, c'était le commissaire du gouvernement, dans le cadre du contentieux en 2007, qui opposait l'IGN au syndicat national de la géomatique, justement à propos du RGE, qui est venu expliciter pour lui les garanties que devait apporter ce qu'il a dénommé une cartographie d'intérêt général. Et pour lui, cette cartographie d'intérêt général, elle devait inclure une qualité qui devait notamment assurer elle-même la qualité des produits qui en seraient dérivés. Elle devait également assurer d'excellentes conditions de mise à jour et être accompagnée de prescriptions techniques et surtout vulgarisées. Donc je pense que c'est important à souligner à ce stade-là. Je profite également pour rappeler que lorsqu'un contrat est élaboré dans le cadre d'un échange de données détenues ou produites par une personne publique vis-à-vis d'un tiers, quel qu'il soit, public ou privé, la doctrine, certains magistrats, avocats et professeurs, notamment le professeur Mallet-Poujol, ont considéré que le critère de fiabilité et d'intégrité des données constituait ce qu'on appelle une obligation essentielle du contrat. Obligation essentielle, ça signifie que si cette obligation n'est pas remplie, il peut potentiellement y avoir un contentieux sur ce fondement. Une obligation essentielle, c'est le cœur du contrat en question. Alors, toujours dans notre recherche, dans notre volonté d'essayer de trouver des points communs entre le technique et le juridique, entre le contenu et la sémantique. Donc, on a dégagé trois notions importantes. On va le voir sur la qualité des données, c'est-à-dire l'aspect normatif, l'aspect utilisabilité et l'aspect responsabilité. Alors, au niveau de la normativité, donc j'avais dit que j'en parlerais. Ben voilà, vous les avez, les normes. Je vous ferai grâce de leur contenu. Donc, je vous rappelle qu'il y a initialement trois normes ISO qui traitent de qualité de données géographiques et d'aspects techniques. Donc, la norme ISO 1913 qui décrit des critères et des sous-critères. On l'a vu, l'exhaustivité, la cohérence, la précision, etc. La norme ISO 1914 qui décrit un cadre de procédure d'évaluation de ces différents critères, et la norme ISO 1938 qui lui propose des mesures spécifiques pour aider à mesurer ces critères. Ça va être des moyennes, des écarts-types, des valeurs max, des valeurs min, des choses comme ça. C'est pas si compliqué que ça, en fin de compte. Et aujourd'hui, il y a un projet qui n'a toujours pas abouti, mais qui est la norme ISO 1957, qui n'est pas encore une norme validée, qui est toujours sous la forme de draft et de projet, qui est la norme ISO 1957, qui réunit simplement ces trois normes en une seule sur la qualité des données géographiques. Deux petites différences. Le critère généalogie, qui était initialement dans la norme ISO 1913, et qui, comme je l'ai dit, était destiné à mesurer donc l'historique de la production d'une donnée, est passé dans la norme ISO 1915. Ce n'est plus aujourd'hui une métadonnée propre à la qualité des données. Et puis, on a vu apparaître dans la norme ISO 1957, dont on va aborder le sujet d'après, la notion d'utilisabilité, qui est, je dirais, une ouverture vers la qualité externe. Alors, c'est quoi ces deux notions, qualité interne, qualité externe? On l'a vu, donc j'ai bien dit tout à l'heure que l'importance qu'il y avait à spécifier une base de données qu'on allait s'apprêter à produire. En gros, dans les spécifications, on dit nos ambitions, on précise nos ambitions, elles sont petites, elles sont grandes. On s'est dit, voilà, je veux faire telle et telle base de données, mes routes seront figurées par un axe ou par une emprise, voilà, je veux telle précision géométrique, je veux tel taux d'exhaustivité. Tout ça, c'est contenu dans des spécifications. C'est bien un but, c'est bien un objectif à atteindre. On produit nos données. Toute œuvre humaine, effectivement, n'est pas parfaite. Et à la fin de la production, voire au cours de production, on met en place des contrôles qualité. Et ces contrôles qualité, on va les faire et on va les mesurer au travers de ces critères qui sont décrits dans les normes. Donc ça veut dire que si on n'a pas
Si on n'a pas de spécification initiale, on aura du mal à mesurer la qualité. En gros, qu'est-ce que c'est que la qualité et que les spécialistes appellent qualité interne de la base de données? En gros, c'est un delta entre ce qu'on voulait produire et ce qu'on a produit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on sait faire. On n'y arrive pas toujours très bien. Même l'IGN ne montre pas l'exemple aujourd'hui. C'est un peu dommage. Alors, les utilisateurs ont beaucoup plus de mal à suivre ce problème-là, à l'aborder. Donc ça, c'est la qualité interne. Alors, la qualité externe, par opposition, ça se définit en gros comme une adéquation à un besoin. Et ça, on le verra tout à l'heure dans l'aspect utilisabilité. Voilà. Oh! Oui, vas-y, tu peux y aller. Ça fait bizarre, hein. Oui, juste une précision rapide sur cette étude combinée de la normativité technique et la normativité juridique. Souvent, j'ai constaté que quand on parlait de cette notion de normativité, on ne la concevait que sous un angle purement technique. Il ne faut pas oublier que le droit a sa propre normativité, qu'on appelle une normativité juridique, et qu'elle, dans les circonstances de notre présentation, on peut en avoir une double lecture. Double lecture parce qu'en fait, on prend l'exemple de la transposition de la directive Inspire dans le Code de l'environnement. En fait, on peut considérer que c'est une normativité technique qui a été intégrée dans des dispositions législatives. Donc, c'est une normativité technique qui devient aussi une normativité juridique. En ce sens, la normativité juridique va donner des effets de droit à une normativité technique. Et j'insiste lourdement là-dessus. Alors, Non, vas-y. Non, oui, c'est vrai, c'est à moi, ça. Excusez-nous, il y a des petits problèmes de synchronisation. Donc, je l'ai abordé tout à l'heure, la notion d'utilisabilité, usability, qui apparaît dans la norme ISO 1957, qui est une définition qui sur 2 lignes. Elle est directement liée, donc, comme je le disais, à la qualité externe. La qualité externe, en gros, c'est voilà, quelle est l'adéquation entre une base de données et un besoin. N'est-ce pas? Ça peut être, quand vous allez acheter une machine à laver, par exemple, on en parlait pas mal avec Armel, qu'est-ce que j'ai besoin comme machine à laver? Est-ce que vraiment j'ai besoin de 36 programmes? Est-ce qu'elle doit être compliquée? Ou est-ce que c'est un mec qui va l'acheter, qui a besoin d'un bouton simplement pour lancer sa machine, qui réfléchit toute seule? Voilà. Donc en gros, c'est ça. La qualité externe, c'est qu'est-ce que j'ai besoin et est-ce que le produit que j'utilise, il répond à mon besoin? Alors ça, c'est pas si simple. Pour la machine à laver, c'est plus simple. Pour les bases de données géographiques, ça l'est un petit peu moins. Alors, on l'a vu donc apparaître dans la norme ISO 1957, on la voit apparaître dans le rapport qualité d'Inspire. La norme ISO donc, l'a décrit comme une adhésion à un ensemble spécifique d'exigences de qualité. C'est bien, voilà, j'ai cette exigence, j'ai ce besoin. Est-ce que la base de données va répondre à mon besoin? L'utilisabilité dans Inspire, on l'a décrit à peu près de la même façon, mais en revanche, on va permettre d'ouvrir un peu le débat et de permettre à ceux qui ont déjà utilisé cette donnée de le dire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va essayer de faire profiter de notre expérience sur ce sujet et dire aux autres, voilà, j'ai utilisé cette base de données dans tel contexte, voilà ce que j'en pense, voilà ce que ça a donné. Alors, rapidement, sur cette notion d'utilisabilité, qui, à mon avis, est un barbarisme au niveau du français, c'est usability, donc on s'est fait une traduction à nous. Oui. Cette notion, selon nous, comprend en fait 2 concepts. C'est celui de l'accessibilité et de l'intelligibilité. L'accessibilité, d'un point de vue juridique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un des critères qui sont retenus du point de vue du droit pour avoir une qualité complète dans les critères demandés. Et l'intelligibilité, c'est une notion que j'ai empruntée aux données juridiques. Je pense notamment au site Légifrance et aux débats qui ont lieu autour de la diffusion du droit. Et c'est notamment le Conseil constitutionnel qui est venu expliciter cette notion
en disant que l'intelligibilité supposait de déterminer non pas un résultat concret de connaissance, mais un niveau abstrait de compréhension suffisant par n'importe quel citoyen. Je pense que c'est totalement applicable aux données géographiques. Voilà. Alors, cet aspect, j'ai eu l'occasion souvent de l'exprimer justement en disant on a besoin d'outils simples et accessibles. On est bien au cœur du problème, c'est-à-dire comment traduire ces notions à la fois techniques et juridiques assez complexes, comment les traduire dans des méthodes et dans des outils simples, compréhensibles par tous et accessibles par tous. Alors on a rajouté ce petit dessin qui a été fait par Rodolphe de Villers, donc un ami québécois qui travaille à l'université St. John's de Terre-Neuve et qui montre un peu cet aspect de convergence entre les problématiques des producteurs, la problématique de l'utilisateur, et qui montre que le point de contact, c'est bien là au niveau de la métadonnée qui se situe, de la communication entre deux personnes, quelqu'un qui a un produit avec des objectifs de production, quelqu'un qui va l'utiliser avec ses propres objectifs d'application. Voilà. Donc c'est bien le problème là, il est comment on fait pour se comprendre, pour se parler, et dans un langage compréhensible par tous. Donc on a parlé de normativité, d'utilisabilité, on ne peut que terminer sur la responsabilité. Mais justement, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus. Lorsqu'on parle de responsabilité, comme je vous le disais, on pense aux actions responsabilités, les actions contentieuses. Donc la question, c'est de quelle responsabilité parle-t-on? Vous l'aurez compris, je me place en amont et non pas en aval, qui est la responsabilité la plus étudiée. Ce sont les régimes de responsabilité. Il était hors de question pour moi de vous faire un cours sur les différents régimes de responsabilité. Donc je me concentre vraiment sur la responsabilité en amont, qui suppose une question sous-jacente. Quelles sont les obligations qui incombent en matière de qualité des données? C'est la question centrale. Qui dit responsabilité dit obligation. Sont-elles déterminées? Comment on s'en donne les moyens? Je vous l'ai dit, c'est une problématique qui est assez étudiée par les juristes. Je vais m'appuyer sur deux exemples, une jurisprudence qui est assez constante pour donner quelques pistes de solutions. C'est celui en matière de diagnostic de territoire, où je voulais insister sur le fait que le juge n'est pas un technicien. En revanche, il a un certain nombre de moyens pour aller examiner la qualité d'un diagnostic de territoire. Et c'est une jurisprudence, j'insiste, qui est constante. Il va aller regarder le caractère complet du diagnostic. Il va comparer les dispositions de l'article L121.1 du Code de l'urbanisme avec le contenu du diagnostic de territoire. Il va vérifier le caractère actuel du diagnostic et voir si le diagnostic en question est bien fondé sur des analyses récentes. Et enfin, il va regarder le caractère sérieux du document. En ce sens, il va jusqu'à regarder qui a réalisé le diagnostic. Si c'est un professionnel, il va apprécier le contenu du diagnostic et il va surtout juger des méthodes employées pour élaborer ce diagnostic de territoire. Donc c'est autant de pistes, je pense, qui sont à explorer de manière concrète. Enfin, je voudrais terminer sur ce que l'on appelle la théorie de l'imprécision, qui a été développée par la Cour suprême du Canada en 1986 et par le Conseil constitutionnel de peu, je crois que c'était aussi en 1986. J'ai énoncé un certain nombre de critères et ça peut paraître assez élevé comme degré de niveau à atteindre. Cependant, et c'est là qu'on parlait de variabilité et de sphère à l'intérieur de laquelle il pourrait y avoir une possibilité de bouger le curseur, cette théorie de l'imprécision a été développée, encore une fois, selon les données juridiques. Et la Cour suprême du Canada, ça tient en deux phrases, est venue expliquer que les normes énoncent les limites de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Elles délimitent suffisamment une sphère de risque pour que les citoyens soient prévenus quant au fond de la forme. Guider plutôt que diriger, la conduite est un objectif plus réaliste. Eh bien, pour faire plaisir à notre maître du temps, il est temps de conclure. Voilà, donc on vous l'a dit, on n'a pas pu approfondir ces notions. Ça nécessiterait des heures et des heures pour aborder tous ces aspects. On a essayé de faire une première rencontre entre deux mondes qui doivent se parler, hein, le monde juridique et le monde technique. On est content d'accueillir Armel
dans le monde de la géomatique. J'ai tendance à l'appeler la pierre de Rosette. Hein, elle a les deux dimensions, la dimension géomatique et la dimension juridique. Et ça, il faut qu'on se la préserve. Donc on a l'intention de continuer. C'était une introduction, certainement pas parfaite, sachant qu'elle est à Montpellier, moi à Lyon. Donc on a essayé de souligner les aspects communs et de voir comment on va pouvoir avancer sur le sujet. Mais l'objectif est bien de continuer à avancer ensemble sur ce sujet. Je me suis senti souvent très seul. Je suis content d'avoir Armel à mes côtés. Mais comme tu l'as écrit toi-même, presque tout reste à faire, ça tombe bien. Effectivement, oui. On sait que beaucoup de choses restent à faire. On a parlé de sensibilisation, de formation. On sait que la recherche a beaucoup également à nous apporter. Il y a des sujets, je n'ai pas parlé des manques des normes. Hein. Il manque tout l'aspect incertitude, il manque tout l'aspect intervalle de confiance, tout l'aspect statistique qui parfois peut aussi faire peur, mais qu'on peut arriver à maîtriser avec des méthodes simples. Voilà. Voilà. Mais il semble qu'il faille aller au-delà, n'est-ce pas, mon cher Oui, Gilles? tout à fait. Et mener une réflexion commune qui a cependant été bien amorcée par toi au travers des ateliers du CERTU. Une réflexion conjointe, toujours bien sûr, c'est notre leitmotiv qui doit être conduite à la fois sur les aspects techniques et juridiques parmi les différents acteurs concernés, les professionnels, un travail notamment de recherche. Alors, oui, mais tout le monde est concerné là. C'est un appel. J'ai essayé de le montrer dans un atelier que j'ai organisé en novembre pour essayer de réunir utilisateurs, producteurs, chercheurs, consultants. Je pense que le travail qui reste à faire, je me retourne vers Yves d'Afigéo, voilà, on aura besoin du CNIJ, on aura besoin d'Afigéo, on a besoin des chercheurs. Il y a un gros travail à faire. Mais quand on dit que tout le monde est concerné, on n'est pas exclusif, on ne pense pas uniquement à la communauté géomaticienne. Non, le spectre s'élargit et je pense qu'il faut aujourd'hui penser également à intégrer le grand public puisque nos données seront sur la toile demain et aujourd'hui déjà, il faut commencer à effectivement prendre cette dimension-là. Et les juristes, j'insiste, la qualité a tendance à devenir une obligation juridique, elle reste encore à définir, mais les jalons sont déjà posés et je pense qu'il faut mêler les différents travaux des deux communautés à minima. Et alors, quelle gouvernance? Quelle gouvernance aujourd'hui, la question reste ouverte. On ne va pas l'aborder. On va conclure simplement maintenant. On espère que la table ronde de cet après-midi sur les politiques publiques tentera de nous apporter une réponse. Et vous l'avez compris, il reste beaucoup à faire. Voilà. Merci de votre attention. Merci Gilles et Armel. Donc ça a un tout petit peu débordé de 10 minutes. Ah ouais, donc du coup, on n'aura plus que 10 minutes de questions. Donc je vous invite à rester et à répondre aux questions de la salle. Donc comment ça va fonctionner? Il y a un micro qui va se balader et je vous invite à lever vos doigts pour poser vos questions. Ah, il y a une question. Oui, Mathieu Becker, d'ISEGEO. Donc j'ai beaucoup aimé le terme de qualification de la donnée plutôt que le terme de qualité. J'ai l'impression que ça fait un petit peu moins peur, qu'il suffit que de la décrire finalement. Donc on revient au concept de métadonnées. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à un modèle, une fiche de métadonnées qui vous conviendrait finalement avec tous les aspects à la fois juridiques et à la fois de qualification technique de la donnée, vis-à-vis d'Inspire notamment. C'est un travail qui reste à faire, effectivement. Quand j'ai parlé d'accompagnement, ça fait partie de tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, on a simplement dressé un état des lieux, à la fois juridique et technique. On a montré les carences. Aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses. Mais on a quand même des idées claires sur ce qu'il faut faire. Hein. On a des idées claires. Je pense que l'atelier que j'ai mené a apporté un certain nombre de conclusions. On s'est quand même réunis sur 2 jours avec des gens compétents sur le sujet, à la fois les utilisateurs, des chercheurs,
Donc des vrais besoins, on peut s'appuyer dessus. Et je pense que voilà, maintenant il faut mettre en place, il y a ce problème de gouvernance, il y a ce problème d'organisation, trouver des ressources publiques, privées. Voilà, mais voilà, à mon avis, tout reste à faire. Hein. Enfin, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Le travail qui vous attend. Hein. Bien entendu, on sait que vous êtes partis pour une longue marche, là, tous les deux. Alors, la pierre de Rosette, Champollion, on voit effectivement. Non, ce glissement sémantique que tu as introduit au début, on le retrouvait très début. Je me retourne vers les géomètres, l'erreur, et puis on a introduit l'incertitude. Donc la qualification, c'est la notion d'incertitude au regard de l'erreur. On sent qu'il y a quelque chose. Vouloir tout de suite établir une fiche, je trouverais que ça serait un peu présomptueux, et puis c'est un peu précipité. Et tout reste à faire, il faut décanter toute cette matière qui est très riche. Et je crois qu'effectivement, disons, c'est mettre ça entre les mains d'Afigéo, c'est un honneur extraordinaire que vous nous faites. Et on espère effectivement être à la hauteur et accompagner tout ce travail. Et bien entendu, une contribution la plus large possible, puisque tout ceci ne peut pas avancer sans qu'il y ait une conscience qui s'établisse, disons, dans la tête de chacun. C'est cette notion de responsabilité qui fait peur. Et je crois qu'effectivement, il faut faire progresser les deux choses en même temps. Il ne faut pas décréter la qualité sans en même temps, disons, effectivement, faire cheminer la notion de responsabilité. Les deux sont les deux mêmes versants, disons, deux versants d'une même colline. Je crois que les deux éléments sont de pair. Je disais justement, je m'étais longtemps senti très seul sur le monde de la qualité, puisque je travaille dessus depuis des années. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une certitude, pas sur les incertitudes, mais sur la suite à donner à ce travail, c'est qu'on ne peut pas avancer séparément. Il faudra qu'on avance conjointement. Le droit et la technique sont étroitement liés. Les Québécois, les Canadiens, dans le réseau Géoïde l'ont montré avant nous. Une autre question ? Oui, bonjour, Maëlle Decherf, BRGM. On parle d'utilisabilité, donc d'usage, donc d'utilisateur. Et on disait tout à l'heure que sur des référentiels, des grands référentiels nationaux qui sont commandés par l'État à certains organismes publics, on attend un certain nombre d'informations qui ne sont pas toujours disponibles en termes techniques. Quid du lieu d'échange ou à quel endroit un utilisateur peut-il poser sa question, si ce n'est d'appeler l'IGN ou le BRGM ou l'établissement, le producteur, pour poser ces questions, partager ces questions. Je me pose la question de quel code officiel géographique est utilisé dans la BD Carto de cette année, de quelle est la métadonnée de cette orthophoto et comment a été construite cette dalle d'orthophoto et sur quelle date. Voilà, je me pose beaucoup de questions en tant qu'utilisateur. À quel endroit je peux poser ces questions, si ce n'est individuellement à mon référent local de producteur de données. Est-ce qu'il y a un lieu d'échange pour les utilisateurs, un comité utilisateur, un forum, je ne sais quoi, à part GeoRéseau qui est riche de réponses? Alors il y a un lieu qui s'impose naturellement, qui est le CNIJ, qui commence à renaître de ses cendres. Il y a une commission des données, présidée par Dominique Caillot, donc aujourd'hui président encore d'Afigéo. Donc à mon avis, c'est bien là qu'il va falloir en parler. Tout à fait. Hein. Alors ça n'empêche pas de mettre un peu la pression sur les producteurs de données. Toi, je t'attends en tournant. Donc, Marc Léobet, il se trouve que je suis président d'une commission du CNIJ. Clairement pas. Moi, je suis à toutes les réunions du CNIJ. C'est absolument pas fait pour ça. Donc, en vrai, c'est GeoRéseau. Faut écrire aux producteurs, parce que la responsabilité, moi je découvre des tas de choses passionnantes sur la responsabilité de la qualité qui va mettre à peu près la quasi-totalité des producteurs de données géographiques en défaut, donc ça c'est toujours très amusant, mais c'est aux producteurs d'assumer ces responsabilités. Après, le CNIJ, quand je vois le nombre de questions sur GeoRéseau, sur toutes ces questions-là, le CNIJ ne vous répondra pas. On n'a carrément pas les moyens de répondre. D'abord, on n'a pas l'info, et on n'a pas les moyens de répondre. Donc, je pense vraiment que le CNIJ est une vision idéale qui est assez éloignée de ce que je vois. Je suis un optimiste. Et ça devrait être comme ça, logiquement.
pour rebondir juste sur l'origine de ma question, c'était de voir, finalement, il y a certaines informations techniques qui nous manquent en tant qu'utilisateurs de données, qui sont peut-être récurrentes. Ces questions sont peut-être récurrentes sur GeoRéseau. Peut-être que la question, in fine, c'est qui fait la synthèse de ces questions importantes et essaye de demander aux producteurs, notamment les producteurs des grands référentiels français, j'insiste sans donner de nom parce qu'il y en a plusieurs, qui va pousser pour que ces informations soient rendues disponibles. Voilà, c'est peut-être ça la deuxième partie de ma question. L'agora, c'est bien pour exprimer ses idées, mais ce n'est pas le lieu où effectivement il faut boucler. Il faut que quelque part le cercle soit vertueux. J'ai pas ta réponse, évidemment, mais par contre, c'est une bonne illustration d'un point de vue juridique, parce que je pense que ce que tu soulèves, c'est une illustration du critère d'accessibilité que l'on a développé. Et ça devrait faire partie des éléments concrets pour mettre en place une accessibilité efficiente. Ça en fait partie. Oui, bonjour. Une question en tant que producteur de données. On est à la veille d'une production d'un référentiel qui est beaucoup attendu par les utilisateurs. Je pense à l'Oxol grande échelle, qui justement est piloté, au moins dans sa conception et dans ses spécifications, par une autre personne du CEREMA. Donc est-ce que vous êtes en relation avec ce groupe dans la mesure où justement des choix sont en train d'être faits? Et je pense qu'il y a beaucoup des attentes que vous avez évoquées qui seraient vraiment applicables dans ce contexte. Oui, tout à fait. Et tout me tombe sur le dos aujourd'hui. On m'appelle à l'Adréal pour des problèmes justement de réduction de terres agricoles. Il y a des méthodes très complexes pour mesurer tout ça. On me dit, et la qualité, Gilles, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Bien sûr. Donc je vais être partout. Voilà. Mais ce qui montre qu'il y a effectivement aujourd'hui des besoins énormes et auxquels on n'a pas pensé à répondre avant. Voilà. Donc je ne pourrais pas être partout. On met en place également toute une série de référentiels métiers à l'écologie. Et là, on va essayer de montrer l'exemple. Mais il nous manque. Mais ce qui illustre un petit peu ce que j'ai dit, c'est qu'il nous manque un certain nombre de moyens pour mesurer la qualité. À mon avis, les normes ISO ne sont pas suffisantes. Il y a tous ces aspects, incertitude, intervalle de confiance, qui en général parlent aux gens. Et puis une chose à laquelle je me suis vraiment rendu compte, c'est qu'il n'y a pas deux données dont on mesure la qualité de la même façon. Donc c'est presque un cas particulier à chaque fois. Et c'est là que le travail est énorme et que là on va manquer de mains, de bras et de têtes pour produire tout ça. Oui, c'était un élément peut-être, non pas de réponse, mais peut-être une piste. Moi, je me souviens, dans le temps, à l'IGN, il y avait des clubs utilisateurs BD Topo, RGE, alors qui avaient été mis en place par l'IGN pour montrer que les usages se développaient, mais qui ont néanmoins servi à faire remonter un certain nombre de problèmes. Et peut-être qu'il serait temps que les producteurs de grandes bases de données reprennent... Parce que maintenant, on a Repart, alors on est devant son ordinateur et on n'a qu'à transmettre un problème. Mais ce besoin de forums animés, de rencontres, et justement autour de ces problématiques, de mise en commun de réponses, peut-être qu'il faut pousser vers les grands producteurs pour que ce soit des choses qui se remettent en place.